Alors bonjour, je m'appelle Saméléon, je suis originaire du Berry. Alors j'ai également vécu à Tours pour mes études de psychologie et 20 ans dans l'Eure-et-Loir. Et je suis revenue en fait en 2016. J'écris depuis l'âge de 12-13 ans, d'abord des aphorismes, pensées sur la vie, la mort, l'amour, l'amitié, etc. Puis des poèmes. Et c'est le roman Le Lion de Joseph Kessel, à l'âge de 14 ans, qui m'a donné le goût de lire, car il m'a totalement permis de m'identifier à cette petite fille qui allait trouver refuge auprès d'un lion. J'ai participé à mon premier concours à l'âge de 19 ans et j'ai remporté la première mention en poésie classique. C'était un concours à Tours. Vers 2006, je me suis inscrite sur des ateliers d'écriture sur le net et cela m'a permis d'améliorer ma grammaire, ma conjugaison, en apprenant des livres comme Le français correct pour les nuls et Le Becherel. J'ai également testé l'atelier d'écriture en présentiel afin de vérifier si j'étais capable d'écrire devant des gens et en un temps imparti. En 2007, j'ai remporté la première place régionale d'un concours organisé par la Poste et pour lequel il fallait écrire un poème pour la Saint-Valentin. Et avec une amie, notre nouvelle Simon Berry était comptée est arrivée 11e sur plus de 200 participants lors d'un concours sur le thème du voyage. De 2010 à 2012, en tant qu'auto-entrepreneur, j'ai proposé mes créations artistiques, pastel tendre, crochet, poterie. Et d'ailleurs, j'ai fait plusieurs expositions de mes pastels consacrées aux étangs de la Brenne, aux fleurs. Et d'ailleurs, j'exposerai en janvier et février les pastels que j'ai faits des étangs de la Brenne et des fleurs également. Avec mon binôme ici présent, nous proposons des expositions musicales, c'est-à-dire que je peins des acryliques sur sa musique, ou parfois c'est lui qui fait des musiques inspirées de mes toiles. Et parfois aussi, nous travaillons conjointement sur un thème ou un terme qui nous plaît. Vous pouvez découvrir ce que l'on fait sur notre chaîne YouTube intitulée Gossam Peinture Musique. Donc on a une carte. Voilà. Et pour ma part, le 31 janvier 2023, j'ai publié mon premier roman, Les mythes dans le placard, aux éditions La Route de la Soie. Alors c'est un roman que j'ai écrit de 2008 à 2009. Donc cela m'a pris 9 mois environ pour aller au bout. Contrairement aux 3 autres romans que j'avais entamés et que je n'ai pas soit terminés, soit retravaillés. Les mythes dans le placard parlent d'emprise mentale, de violence infantile à travers les thèmes basiques que sont la vie, la mort, l'amour, l'amitié. On y trouve aussi des interrogations sur le Père Noël, l'histoire, la politique, la télévision, les sectes. Mon personnage principal est un garçon qui va grandir dans une famille où il va subir du dénigrement à travers des phrases en apparence anodines, mais qui vont à la longue impacter ses choix professionnels et amoureux. Et donc c'est aux éditions La Route de la Soie que j'ai confié mon manuscrit qui a été préservé dans son intégralité. C'est grâce à la chaîne YouTube Méta de Choc, créée et animée par Elisabeth Féty, que j'ai découvert cette maison d'édition. Alors Méta de Choc, c'est une émission de métacognition appliquée à soi-même, c'est-à-dire qu'on se pose la question pourquoi je pense ce que je pense, sur des sujets tels que la spiritualité New Age, l'ostéopathie, le militantisme, l'éducation positive, la psychanalyse, etc., etc. Là actuellement, il y a une série en cours sur la méditation, en recevant donc des experts ou des personnes qui viennent témoigner. Et certaines de ces interviews ont été publiées sous format papier par la maison d'édition La Route de la Soie. Donc cette maison d'édition a vu le jour en 2017 et a été fondée par Sonia Bressler, qui est docteure en philosophie et épistémologie. La Route de la Soie, elle connaît bien, pour en avoir parcouru 800 km. Non, 8000. C'est grâce aux cours qu'elle donne à l'université
qu'elle peut financer l'impression des livres qu'elle publie et qui bénéficie du même service de distribution que Gallimard, c'est-à-dire que vous pouvez vous procurer les ouvrages, essais, romans, recueils de poésie, pièces de théâtre, partout en librairie et sur les plateformes telles que Amazon, la Fnac, Cultura, etc. Il est toutefois préférable de commander directement sur le site de la maison d'édition. Et il faut savoir également que les livres sont imprimés à la demande pour des raisons écologiques. Alors, j'ai grandement apprécié l'éthique de cette maison d'édition axée sur le culturel et l'artistique. Elle a à cœur de faire se rencontrer les cultures, comme la route de la soie permettait les échanges commerciaux entre l'Asie et l'Europe. Et Sonia Bressler est également présidente de la FFDU, c'est l'Association française des femmes diplômées des universités, qui a pour vocation de promouvoir la recherche et la visibilité des femmes chercheuses en Europe. Dans le collectif, donc elle sort aussi des livres qu'elle appelle diplômés, voilà. Et c'est donc tout un collectif de femmes qui apportent leur vision, ça peut être des psychologues, des artistes, sociologues, sur un thème. Et donc là, sur le diplômé d'avril 2023, donc il est consacré, ce livre est consacré au thème le bonheur, auquel j'ai eu l'occasion de contribuer à travers ce que j'ai appelé mes cogitations sur le bonheur. Et donc j'ai écrit donc une petite introduction et puis après j'ai écrit un texte et un épistolaire et puis un pamphlet. Alors ça c'est les choses les plus récentes que j'ai pu écrire, donc je vais vous en lire un passage si ça vous intéresse. Alors, cogitation sur le bonheur. En tant qu'écrivain, j'ai choisi d'utiliser l'expression écrite à travers 3 styles littéraires différents afin d'explorer cette notion qu'est le bonheur. Tout d'abord, dans un petit essai, j'ai souhaité tirer un aperçu global et culturel de notre rapport au bonheur. Revenant au point de départ de ma réflexion, j'ai alors pris le parti de personnifier le bonheur et de m'adresser directement à lui dans un style épistolaire. Enfin, j'ai décidé de l'apostropher sous la forme d'un pamphlet où le rythme ternaire des vers permet à 3 voix distinctes de s'exprimer. Réflexion sur le bonheur. Ah, le bonheur! Mais qu'est-ce donc que le bonheur? N'y a-t-il pas autant de définitions de cette notion qu'il y a d'humains sur Terre? Pour certains, c'est avoir beaucoup d'argent. Pour d'autres, c'est être libre de faire ce qu'ils veulent. Pour d'autres encore, c'est être en bonne santé. Voyons voir ce qu'en dit le dictionnaire. Le Robert nous dit bonheur, nom masculin. 1. Chance, porte-bonheur. 2. État de pleine satisfaction, le bonheur d'aimer. 3. Ce qui rend heureux, c'est un grand bonheur pour moi. Pour moi, en effet, le bonheur, c'est ce qui nous rend heureux. Cela s'exprime par des ressentis comme l'extase, la satisfaction, la plénitude, la complétude, la sensation d'entièreté. Cela comble nos besoins, nos manques. Cela s'exprime par une émotion agréable telle que la joie. Cela nous transporte. Le bonheur peut être apporté par le fait d'avoir, de posséder, d'acquérir, avoir une grande maison. Il peut également être apporté par un état d'être, être en bonne santé. D'ailleurs, cet état ne proviendrait-il pas de l'obtention de l'objet de notre désir? Le bonheur peut se quantifier par le nombre. Je suis heureux d'avoir plein d'amis. Il peut aussi se quantifier par l'intensité du ressenti. Je ressens un amour tellement puissant. Il y a des degrés au bonheur, du simple contentement à l'extase absolue. Le bonheur est une quête comme le Graal. D'ailleurs, ne parle-t-on pas de la quête du bonheur? Derrière le bonheur se cache la croyance qu'avoir certaines choses ou qu'être dans certains états nous donnera ce bonheur. Il y a une attente, il y a une motivation, un objectif avec des étapes. C'est un cheminement.
Je serai heureux quand j'aurai ceci ou cela, quand je serai comme ci ou comme cela. Il y a une projection dans le futur à partir d'une insatisfaction présente. Il y a une idéalisation de l'avenir par un non-contentement pour le présent. Il y a une volonté de vouloir mieux, plus, encore, toujours. Il y a une exploitation du temps que l'on remplit vers cette obtention future du bonheur. Un rêve irréalisé qui nous stimule. Il y a cette course au bonheur, car le temps nous est compté. Et là, nous sommes dans le consumérisme, le matérialisme effréné. Et on se rend compte que tout ce temps à chercher le bonheur nous a fait passer à côté sans l'avoir vu, aveugle, perception étriquée par l'œillère de nos idées préconçues de ce qu'est le bonheur. Alors peut-être que le bonheur est-il toujours là, présent, tout le temps. Il suffit de s'y concentrer, de s'y consacrer. Chaque pensée, chaque geste, chaque vision étant porteur de bonheur. Le fait même de vivre n'est-il pas le bonheur? Cette capacité à sentir sa propre existence n'est-il pas le bonheur? Et nous voilà dans une démarche mystique, spirituelle, voire religieuse. Il y a comme une obligation à être heureux, puisque nous sommes en vie, et que le bonheur est une forme de gratitude, dans une inclinaison à cette vie qui nous est donnée. Cette recherche du bonheur peut entraîner de la culpabilité à ne pas se sentir heureux, à n'en avoir jamais assez, à ne pas assez méditer. De la honte aussi, de ne pas correspondre à l'image que nous aimerions avoir de nous-mêmes ou que les autres ont de nous. La recherche du bonheur peut créer de l'évitement face aux situations, aux personnes qui entravent ce bonheur. Cela peut créer des phobies. Cela peut créer des schémas comportementaux inadaptés. Le bonheur nous rend heureux, mais dès l'instant qu'on le cherche, il nous rend malheureux. Et donc c'est pareil, j'ai une carte pour ceux qui veulent voir ce que je fais. Je partage sur ma page Facebook, Sam et Léon officiel, et sur ma chaîne YouTube, du côté de chez Sam 2703. Certaines de mes chansons, des poèmes mis en musique et des chroniques littéraires que certains livres m'ont inspiré et que je lis dans un coin de la nature. Mais commençons par le commencement, les mythes dans le placard. Alors, je vais vous lire le chapitre 1. Donc, en fait, il y a un prologue. Et après, nous avons le premier chapitre qui s'intitule « À l'origine ». Et donc, on pourra... donc, je vais lire 3 chapitres. Et à la fin de chaque chapitre, on pourra échanger, interagir par rapport aux thématiques qui sont abordées dans chaque chapitre. Je ne sais pas, en donnant des anecdotes personnelles ou des choses qu'on a entendues autour de soi, à travers des films, des livres, des professionnels, philosophes ou dans des émissions de télé, sur les thématiques, voilà. Alors, chapitre 1, à l'origine. J'ai toujours eu besoin de tout comprendre, observer, explorer, chercher en profondeur. Une nécessité, même si cela risquait de m'anéantir. Mon décortiquage avait d'abord concerné mes jouets, objets les plus facilement accessibles, puisque supposés m'appartenir. Construire, détruire, remonter, démonter, inlassablement. Je me souviens que vers 2 ans, j'entassais mes Legos, les uns sur les autres, le plus haut possible, afin d'atteindre des sommets vertigineux. Je m'imaginais être une fourmi se hissant jusqu'à la cime. Je sentais alors une apesanteur me soulever de terre, en même temps qu'un frisson de frayeur chatouillait ma nuque. Puis ma tour s'écroulait. Cet ensemble qui, la seconde auparavant, ne faisait qu'un, se morcelait sous mes yeux en se divisant en une myriade de fragments multicolores. Je recommençais, en prenant garde à ce que les cubes soient empilés
dans le prolongement parfait les uns des autres. Toutefois, le résultat était le même. J'avais la sensation qu'un peu de moi-même périssait aussi. Apprentissage douloureux, ô combien bénéfique de la frustration. Je compris très vite que je pouvais être celui qui renverse, à l'instar de cette force invisible qui intervenait. Là, ce n'était plus la main divine, mais la mienne qui jouait les avions kamikazes. Bang! En plein dans le mille. Je ressentais une jouissance inépuisable à massacrer ce que je venais de bâtir. Cette tour, ce n'était plus moi. Elle m'était totalement distincte. Peu à peu, je réalisais qu'il est plus laborieux de construire que de détruire. Construire demande de la patience, de la concentration, de l'investissement. Détruire se résume en une explosion. Quelques années plus tard, âgé de 6 ans, je déboîtais le bras de mon Superman en plastique, ce qui me valut une engueulade homérique de la part de mon père, parce que je ne parvenais pas à le replacer. Lui non plus d'ailleurs. Le super-héros, devenu manchot, dégringolait de son piédestal. Il me fallait des objets que je puisse démanteler et remonter. Je commençais avec les stylos à billes, ceux au corps transparent, qui exhibent ce qu'ils ont dans le ventre. Après avoir retiré le goupillon et le bouchon indiquant la couleur de l'encre, je glissais, hors du cylindre rigide à section hexagonale, le tube souple contenant le liquide avec, à l'une de ses extrémités, sa tête conique de laiton contenant la fameuse bille à rotation qui déverse son sépia au contact de la feuille. Pas de grosse surprise, mais l'avantage de le remettre en état très rapidement et très facilement. Je passais la vitesse supérieure en optant pour des stylos à la pointe rétractable. Les corps opaques ne dévoilaient rien de leur intérieur, amplifiant mon excitation qui ne demandait qu'à être comblée par la visualisation de la complexité du mécanisme. Ressort, anneau de ferraille. Néanmoins, c'était de la bagatelle comparé à l'ingéniosité du rouage des montres. J'étais ébahi devant les aiguilles disloquées de leur socle, ne trottant plus, soumise à ma seule volonté. Ces petits plateaux sur lesquels gisaient de minuscules roues que des ressorts miniatures faisaient normalement tourner. J'eus tout le loisir de les contempler, de nombreuses années durant, car, une fois éventré, je ne pus jamais reconstituer la dite montre. Afin de rafistoler chaque élément, j'empruntais la pince à épiler de ma mère qui, s'interrogeant sur l'utilité que je pouvais bien en tirer, m'en servais-je pour débroussailler mes sourcils, qu'elle inspectait d'un air contrarié quand je lui rendais son ustensile, la réclamait à grand renfort de braillements. En revanche, le tic-tac était en berne. Le temps demeurait à jamais suspendu dans le gosier de ma montre de communion. Je n'avais aucun plan sur lequel me baser, aucune personne pour me conseiller. Alors, je fus obligé d'évoquer la perte pure et simple de mon bijou. Mes parents me traitèrent de tête en l'air, me spécifiant qu'un jour, je la perdrais pour sûr. Si j'avais avoué la vérité, j'aurais encore porté cette étiquette de brise-fer. Au moins, ça me changeait de label. Qu'avais-je besoin de trifouiller ainsi les choses? Mes parents n'y voyaient qu'un plaisir sadique de casser, comme si j'avais eu le désir malsain de bousiller ces jouets qui avaient coûté si cher. Me venger de ce qu'ils n'aimaient pas, de ce qu'ils ne m'aimaient pas assez, ou, prélude au sempiternel refrain d'adolescence, vous n'aviez qu'à pas me faire. Si généralement ce goût pour la destruction se raréfie pour finir par s'apaiser totalement en grandissant, en ce qui me concerne, il est allé croissant. Mon incursion au cœur même des matériaux enfla et aurait pu s'étendre aux animaux. La dissection d'un batracien en cours de biologie au collège m'en dissuada définitivement. Nous étions organisés en groupe de 2 à 3 élèves, assis sur de hauts tabourets devant un zinc recouvert de carrelage blanc. Le professeur distribua à chacun une grenouille vivante
que nous épinglâmes afin de la maintenir immobile. Puis, à l'aide du bistouri, nous découpâmes la peau moite de son ventre et observâmes l'intérieur de son organisme. C'était fascinant et répugnant à la fois. Je ne pouvais m'empêcher de me mettre à la place de cette bête inoffensive, crucifiée au nom du programme scolaire. J'y ressentais la souffrance qui, sans l'ombre d'un doute, était la sienne. Au stylo et aux montres, j'étais sûre de n'administrer aucune douleur. Là, je culpabilisais, et m'interroger sur le bien-fondé d'une telle action ne me soulageait nullement. Découvrir ainsi le mystère de la vie, cette petite poire qui se presse automatiquement, l'épaississait davantage. Durant cette séance de boucherie amphibienne, je m'étais retenue de vomir devant les copains qui auraient sauté sur l'occasion pour m'infliger une honte inoubliable. Cela m'avait irrévocablement scié l'envie de réitérer toute exploration concrète dans la viscosité des viscères. Je préférais m'en tenir à la nébulosité d'une machinerie perceptible par des sens occultes que je semblais détenir en ma possession. Alors je triturais, je farfouillais, je tripatouillais les idées, les comportements humains, à la manière du garagiste qui fourre ses mains dans le cambouis, puis, par extension, le fonctionnement de notre système de pensée. Eh ben moi, j'ai jamais eu à tripatouiller une grenouille. J'ai jamais eu le besoin de casser. Moi, de casser ni de démonter. Alors, j'étais pas assez curieuse pour ça. Non. Alors ça, le personnage est un garçon, Oui. Ouais, je précise. ouais, d'accord. Bon, Je ne sais pas. Ouais. Voilà. Mais je reconnais bien ouais. un de mes frères. Là. Ah oui. Il aimait bien casser, démonter. Ouais. Parce que moi, j'étais assez... Moi, je suis fille unique. Très... Donc, non. Comment? Moi, je suis fille unique. Donc, non. Oui. Ouais. Mais moi, j'étais très soigneuse. Mais il prenait plaisir à casser tes affaires. Ah oui. Ah, ouais. J'avais deux poupées, Sylvie et Sylvette. J'avais pas cherché loin, mais puis elle parlait. Ah oui. Il fallait les renverser. Comme ça. Ouais, c'est ça. Elle ouais, mettait le son maman. Mhm. Donc c'était une joie immense. Mhm. Mais non, j'avais des frères qui étaient impitoyables. Après, elle ne parlait plus. Non, non. Ah ouais. Ah ouais. J'avais un landau qui était magnifique. Ben, Il roulait plus. mais tout a été détruit comme ça par, Ah oui, par les ouais. frangins. C'est dur ça. Ouais. Mais Bah, finalement, chouette hein, d'être fille unique. Hein. oui, tout compte fait, t'as pas subi les pleurs que Non, j'ai. non. Moi, j'ai été super gâtée. J'avais des beaux jouets. J'en prenais soin. Je cassais rien. Ah non, moi non plus. Et j'ai échappé à la grenouille. Hein, parce que, ouais. Ah oui, là je... Non, j'ai pas eu ça. Un animal. Non. Ben, moi, j'ai vu ça au collège. Ah ouais. Ah oui. Ouais. Parce que c'est un roman d'autofiction. Je Oui, oui. mélange Oui, la voilà. fiction, des choses vraies qui me sont Si, arrivées. un œil de bœuf. Ah, Ouais. ok, alors. Il fallait que Non, on dissèque, oui. Ah ouais. Mais ça déjà, c'était globuleux, c'était... Ah Non, je suis pas perverse, je suis pas au contraire. Moi, je préserve, je cocoon, Ouais. C'est vrai, j'ai pas une âme comme ça de... Alors, moi, je suis très curieuse de tout parce que j'aime beaucoup apprendre, mais je casse pas pour apprendre. Voilà. Voilà. J'ai le respect de l'objet, le respect de la chose, le respect de la personne. Donc, oui, je vais poser des questions, je vais m'intéresser à l'objet, à la personne. Je vais tourner tout autour pour essayer de décortiquer les trucs, mais par curiosité pour apprendre, mais pas casser. Et puis après, ben, je me retrouve comme une andouille à pas savoir leur mettre. Oui, Quoi. voilà, c'est Donc, c'est un garçon. Ouais, Moi, ouais, non, mais déjà, bah, alors j'ai pas l'âme d'un garçon ça, du tout. Bah, oui, Voilà. nous non plus, on est bien filles alors. C'est ça. Et toi, Nathalie? Bon, moi, pareil. Ouais. Tu casses pas, toi? Non, ça va. Bon, nous, on était 5, donc. Ouais. 4 filles et un garçon. Non, puis tu es minutieuse aussi, toi. Ouais. Hein, tu fais voilà. des petites choses, des broderies, des... donc tout ça, c'est... Ah ouais. Et le frangin, il cassait rien? Non, Dans, même pas. dans mes souvenirs. Il cassait pas les pieds aux filles? Ah, si. Ah bah voilà. En général, c'est comme ça marche. Hein. Si, si, mais- Ah ouais, ouais. Ah. Alors, je sais pas, après, on risquerait de tomber dans les cerveaux des garçons, c'est plus comme si les cerveaux des... Ouais. Et justement,
Méta de choc, là, Oui, dont oui. je parlais, Oui. ils ont fait une émission sur les cerveaux. Est-ce qu'il y a une différence entre le cerveau des hommes et le cerveau des femmes? Ah bah ça, je suis persuadée que oui. Oh, je pense. Eh ben, je Ah vous ouais. invite à aller écouter l'émission pour avoir la réponse. Ah oui. Ah oui. Je suis persuadée que oui. Moi, nous, les femmes, on arrive à faire plusieurs choses en même temps. Alors, est-ce que c'est le cerveau qui est différent ou d'une manière culturelle et sociétale? Hein? Quand même. C'est quand même le cerveau qui dirige Oui. le corps, Ouais, qui Et donne les commandes. le culturel là-dedans. Moi, je suis pas persuadée qu'il y a une partie culturelle là-dedans. Moi, c'est plutôt Oui, c'est Et si, mental. C'est. Et si un expert vous prouvait que Ah ouais. on est très fortement influencé par le sociétal culturel et que à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas trouvé dans le cerveau quelque C'est- chose qui ferait. C'est parce qu'ils n'ont pas trouvé. C'est pas dit que ce n'est pas impossible. effectivement. C'est pas parce qu'on n'a pas trouvé que ça n'existe pas. Donc moi, je dis, c'est possible. Tout est possible. Et s'il y avait quand même des arguments, Tout est possible. des arguments qui Parce que vous n'allez pas me dire, ben, non, on voit bien, enfin bon, je sais pas toi, mais bon, avec mon mari, j'arrivais à faire 3 choses en même temps. Mais lui, mais c'est une vraie catastrophe. Il me dit, attends, je pose, je t'écoute. Il pouvait pas et travailler et m'écouter. Il pouvait pas écouter de la musique en travaillant. Il pouvait pas. ah donc je suis pas une femme alors. Donc déjà, 2 Parce choses. que moi je sais Moi, pas. j'arrive à en faire 3. Et lui, c'était une vraie catastrophe. Il me disait, attends, comment tu fais, dis-moi. Attends, tu fais 3 choses, et puis voilà, Enfin, quoi. je suis pas une femme alors parce que je suis incapable de faire plusieurs choses à la fois. Ah ouais? Alors vous avez un chercheur en neurosciences qui s'appelle Albert Moukébert, qui est psychologue clinicien, et qui fait beaucoup de... Ah bah vous tapez Albert Moukébert, il y a moult interviews, et il parle de cette, D'accord. du cerveau soi-disant multitâche de la femme. Ouais. Voilà. Bah ouais. Bah oui. Et ça dépend quelle est la tâche. Oui, Oui, maintenant. effectivement. Ah bah oui, évidemment. Oui. Voilà. C'est Oui, sûr c'est vrai. que d'un côté, oui, je suis d'accord. Voilà. Tout dépend de la tâche. Mais malgré tout, on arrive à en faire 3. C'est une question d'organisation, de tout, mais c'est vrai que néanmoins, ce que tu dis, D'entraînement. là, Moi, je dirais de l'entraînement, parce qu'on a l'habitude de, surtout quand on arrive à être mère de famille, ou quand on a un mari, quand on a un foyer, il faut être multitâche. Et comment ça Vous se fait êtes bien. comment ça se fait qu'il y a un très fort pourcentage de femmes qui se retrouvent en burn-out? Ah bah, bien sûr. Si après, Bien sûr. elles auraient un cerveau capable de faire plusieurs choses et il y a quand même une lourde Bah oui. charge mentale qui Oui, est quand complètement. même... Complètement. donc, Complètement. ou alors c'est une faiblesse qu'elles ont. Non, mais c'est que, bon, c'est sûr, trop, c'est trop au bout d'un moment. Hein. Tu peux pas non plus... Actuellement, je sais pas. Après, il y a des caractères qui sont Oui. plus forts que d'autres, Ouais. des D'autres, femmes des plus plus résistantes. faibles, Voilà, après... Parce que moi, je connais des personnes qui vont faire un burn-out, je comprends pas. J'arrive difficilement à comprendre ce genre de pathologie les concernant. Connaissant leur train de vie, connaissant leur façon de faire, je me dis, non, moi j'aurais dû en faire 50. Hein. Ah Bon, ouais. on se sent, je pense Ouais, qu'il mais y a parce une que- force de caractère Oui, je pense, qui- derrière. qu'il a. Hein. Enfin, je veux pas me mettre en avant. Non, mais c'est Néanmoins, sûr. j'ai... Ça aussi, il en parle Albert Moukébert du burn-out. Et il prend comme exemple, comme analogie, si on vous donne un coup sur le tibia, c'est-à-dire qu'il y a des gens plus forts qui vont pas le casser et les autres plus faibles, le tibia va se casser. Ah, oui, Eh ben non. pourquoi non? Bah, c'est-à-dire que on vous donne un coup sur le tibia, forcément qu'il se cassera. Que vous soyez forte ou pas. Bah, ça dépend de la force du coup. Aussi. Oui, parce que si on Tout donne dépend de la un force petit du coup. Mais là, Mais- il prend alors, le cas. vous avez des gens qui ont les os fragiles et qui, le moindre pète, ça y est, c'est une catastrophe. Et puis, il y en a d'autres qui ont des gros os, ça c'est costaud et ça ne marquera pas. Donc, chaque personne est différente.
aussi bien mentalement que physiquement. Donc après, Heureusement, c'est ce qui fait un petit peu ouais, la diversité. la diversité aussi. Hein, Mais c'est pour ça que je dis, non, il y a des gens qui ont un caractère plus fort, plus de force intérieure que d'autres, qui se laissent peut-être, je sais pas. Après, il y a des témoignages, il y a des témoignages de femmes qui se sont retrouvées sous emprise. Ah, ça c'est terrible, ça. Et qui disent, pourtant j'avais un caractère très fort, elles n'avaient pas du tout le profil de femmes faibles psychologiquement, et qui se sont retrouvées comme quoi on est tous potentiellement... mais c'est sûr. Après, vous avez des gens qui sont, comment dire, pas de la faute de la personne qui est fragilisée, mais vous avez des gens qui ont l'art et la manière de dominer les autres, de par les mots. Ils connaissent les mots qui font mouche à chaque fois, et qui arrivent à vous rabaisser et à vous ratatiner en moins que rien. Et alors que vous pouvez avoir un caractère très fort, mais cette personne-là va réussir à vous avilir au plus haut point que vous n'allez rien y voir, quoi. Et ça, c'est terrible. Et ces gens, ces manipulateurs qu'il peut y avoir, mais ce sont des dangers pas possibles. Malheureusement, on n'est pas à l'abri. Même la femme la plus forte ou l'homme le plus fort, on n'est pas à l'abri de ce genre de personnage. Moi, j'ai été confrontée à ça. Quelqu'un qui... J'ai sombré, mais dans ma tête, je me disais, tu lui donneras pas ce plaisir-là. Et je me suis relevée, sans prendre de médicaments ou quoi que ce soit, mais je l'ai affronté. Et après, c'était... je répondais, c'était coup par coup, hein, mais moi j'avais choisi la violence des mots aussi. À la limite, on se criait dessus sans arrêt, hein. Mais je me défendais comme ça. Et ben c'est moi qui a réussi à t'en sortir. Réussi à m'en sortir. Ça, c'est bien. Ouais, parce que dans ma tête, je me disais, mais non, tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ça. Et je pense que je pleurais et tout. J'ai dit, ah non, je veux pas finir comme ça, Et je me suis rebiffée, mais alors c'était violent, hein. Mais prête à taper dessus, hein. C'était ça. Et puis je m'en suis sortie. On s'est séparés. Et puis après, voilà, on était amis comme eux. Mais c'était bien. Mais c'est pas évident. J'ai une sœur qui a sombré totalement parce qu'il la dominait et il nous disait toujours, à ma sœur et à moi, j'aurais jamais pu vous choisir comme femme parce que vous êtes trop forte en mental. Voilà. Donc ces gens-là, ils savent un petit peu. Ils détectent, ils ont un radar. Un radar au point faible. Ils savent quel est le point faible de chaque personne. Ils détectent le tout et après, mais on est des poupées, hein, après. On est des objets. Ils vous utilisent comme ils veulent. C'est l'attachement. Moi, parce que quand on aime une personne, c'est vrai, on se donne, voilà. Et il y a cette espèce d'échange là qui tu m'aimes, tu me donnes tout, donc je suis voilà. Ça clignote, mais à un moment donné, et c'est pour ça que je pense que il y a plusieurs personnes, enfin certaines personnes ont la faiblesse de se laisser engouffrer, de ne pas essayer de se sortir. Mais moi je dis non, tu vaux mieux que ça. Je dis non, dans ma tête, ah non. Puis même maintenant, hein, je suis même avec Christian, moi, il est adorable et tout, mais je n'accepte pas qu'il ait une domination sur moi. On est sur un plan d'égalité, mais je ne veux pas qu'il me donne un ordre ou quoi que ce soit. Niet, c'est niet. Pour moi, c'est... Voilà. Et féministe avant l'heure. Comment? Féministe avant l'heure. Non, mais sans être... non, parce que j'aime pas ce terme.
Mais je pense que dans un couple, on est sur un plan d'égalité. Égalité, Et voilà. puis voilà, Oui, mais c'est la réciprocité. Et Voilà. donc je fais une erreur ça. qu'ils me le disent, ça j'accepte. Mais je ne veux pas avancer le panneau féministe, hein, du tout. Alors là, ça, je ne suis pas du tout pour ça. Mais on défend, on est une femme, on se défend, hein, c'est logique. Hein. Quand on y arrive, oui, mais certaines personnes, malheureusement, se laissent faire. Quoi. Elles sont Ça dépend bouffées, des hein. moments de la vie aussi. Oui, Et Oui, vraiment, voilà. Voilà, voilà. plus fragile. Ouais. Mm. Après certains événements, c'est sûr que c'est pas toujours évident. Mais bon. Ah ouais. À titre personnel, voilà, c'est comme ça. Mais je suis sûre qu'il y en a d'autres qui sont comme moi, hein, ça c'est évident. Hein. Mais c'est vrai que maintenant, bah, on peut pas trop. Maintenant, la mentalité actuelle, elle est trop embrumée par des. Je peux pas dire, hein, des produits artificiels, des Parasité, moi je dirais. Oui, c'est parasité. Donc le raisonnement, il est complètement Faussé. obstrué. Voilà. Moi, je C'est vrai. dis que maintenant, on arrive sur une société qui est. Parce que nous, si on se disputait, c'était sur des arguments réels, quoi. Voilà, c'était. Parce que là, c'était pas parce que j'avais bu, j'avais fumé, voilà, c'était. Non, il ne fumait pas, il ne buvait pas. Mais même Christian, c'est pareil. Hein, mais maintenant, eh ben, je trouve que. Pour des choses un peu futiles, les gens se disputent pour un Oui, rien. voilà, il n'y a plus. Alors qu'il y a des choses bien plus graves dans la vie, mais là, même pas, c'est pour des petits sujets de rien C'est du vrai, tout, hein, des brouilles pas possibles, alors qu'autrefois, les couples duraient 50 ans. Et il y avait forcément des brouilles dans les familles, même s'ils avaient 50 ans de mariage. Ils se sont bien fâchés, mais ils n'ont pas divorcé, ils ne se sont pas séparés pour des peccadilles. Mais maintenant, on ne supporte plus rien, on ne se supporte pas l'un les l'autre. Oui, Les gens ne se parlent plus, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus il y a plus d'écoute, il n'y a plus... alors, on parlait tout à l'heure de Covid, avant Covid, après Covid. Je pense que toute cette période-là a fait beaucoup de mal dans plein de domaines, de sujets, de personnes. Il y a des gens qui se sont détruits pendant ces périodes-là parce que justement, ils ne se connaissaient pas si bien que ça. Là, ils se sont retrouvés confinés dans des appartements, voire trop petits même pour certains. Et là, ils se sont découverts les uns les autres, alors qu'avant, ils ne se connaissaient que pas suffisamment, puisqu'ils allaient au travail, ils se voyaient le soir, ils se voyaient les week-ends, mais pas des journées continues. Et là, ça a été l'horreur pour certains, l'horreur totale. Donc, on dévie beaucoup du sujet, là. Non, mais ça peut être intéressant. Mais comme quoi le fait de vivre continuellement l'un avec l'autre, l'un sur l'autre, l'un à côté de l'autre, c'est pas forcément la bonne solution non plus. Parce que ça laisse peu de liberté à l'autre. Et qu'est-ce qu'on a à se raconter le soir quand on rentre du boulot finalement? C'est ça, quand on est tous les jours, tout le temps ensemble, on n'a rien à se raconter. Quand vous sortez travailler, vous pouvez raconter votre journée le soir quand vous rentrez. Mais là, il n'y a rien à raconter. Tu crois que c'est maintenant, l'horreur. tu crois maintenant qu'il y a des sujets de conversation dans les couples? Bah, écoute, Avec maintenant tout le monde avec son portable. Même les enfants. Il n'y a plus d'échange, il n'y a plus rien. Même les enfants, c'est compliqué. Bah, parce que oui, quand on leur demande qu'est-ce qu'ils ont fait de leur journée, c'est dur de leur tirer deux, trois mots. Quoi. Non, c'est vrai que... Ils vont vite dans leur chambre pour qu'on leur fiche la paix, surtout pas de questions, comme ça évite les questions. Et puis, sous prétexte de faire des devoirs, alors peut-être que certains les font, d'autres les font moins. Enfin bon, Mais même les couples, hein. C'est le manque de dialogue total. Je trouve que les couples, ils n'échangent plus. Hein. Les gens ne se parlent plus et ne s'écoutent plus. Ils sont sur le tu me dis, voilà, ils sont là avec leur téléphone, ils pianotent. Et... Ah ben laisse, attends, je reviens, j'ai un coup de fil à passer. Mais c'est ça, c'est affreux. Hein. Et le téléphone est partout, au restaurant, lors d'une soirée, enfin le téléphone est partout. Partout. Alors qu'il serait si simple de le laisser dans sa poche, quoi, je veux dire, dans le manteau, quoi. On l'oublie un peu.
Tout le monde, c'est tellement... Bah, disons que tout le monde est intoxiqué avec ça. Puis nous sommes presque obligés à être intoxiqués, hein, parce que si tu passes pas par ça, tu peux pas communiquer, tu peux pas... tu es presque obligé d'avoir ça dans tes yeux. Ça devient un réel problème de société, moi, je trouve. Et comme ça évolue beaucoup trop vite par rapport à la législation française qui est tellement lente, qu'il n'y a pas de contrôle comme il aurait fallu, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de... Ils vont faire des lois maintenant qu'il se passe des choses... c'est trop tard. Mais des trucs graves et tout ça. Parce Ils que n'avaient pas forcément pensé. Vous donnez un rassemblement, vous diffusez ça sur Facebook, vous allez pour des rêves parties. Voilà, c'est sur Internet, ils vont se retrouver 1000, 2000 sur un terrain là que voilà, et ça fonctionne comme ça, ils se connaissent pas. Non, là pour les manifestations, tous ceux qui se pour dire, eh ben on met le bordel, hein, faut dire ce qui est, hein, on casse. Bah, pourquoi qu'ils arrivent à une heure stratégique? Parce qu'ils sont tous communiqués, on se retrouve à tel endroit et voilà, et puis bah, voilà. Ils se font un plaisir. C'est devenu, moi je trouve que moi je régresse à ce niveau-là parce que je me dis on est devenu une société indifférente à l'autre. Parce que c'est vrai, hein, c'est pas. Nous on reste encore. C'est vrai, parce qu'on est une génération quand même qui arrive à communiquer, à c'est vrai, à faire des échanges quand même. Mais les jeunes, tu les vois? Ils sont tous réunis, des jeunes. L'autre fois, je passais. Ça, je les étais à l'Aubet. Ils étaient tous sur leur portable. Ils se réunissent, ils sont contents, ils sont entre copains, mais ils sont tous sur leur portable. L'un à côté de l'autre avec leur portable. Et ils s'envoient des SMS, hein, parce que c'est... Non mais, au lieu de parler, vous savez, le truc, le gag quand même, hein, c'est que il tape un message pour que celui d'à côté, il lise le message. Et il ne peut pas lui dire avec sa bouche. Ils ne savent plus. Non mais, où est-ce qu'on en est là? Vous vous rendez compte que là c'est grave? Mais c'est grave quand même, on en est là. C'était assez rigolo. Ils étaient tous... Il y a 10 ans, on aurait fait un film comme ça aurait été un film comique. Oui, comique. C'est un gag. Mais là, maintenant, c'est la réalité. Hein. Alors, c'est sûr que, bon, eux, c'est leur génération, ils sont nés là-dedans et tout. Oui. Nous, non, donc on a vu l'évolution des choses. Mais franchement, je trouve que ça a été beaucoup trop vite. Mais pourquoi on nous appelle vieille France? Oui. Mais ça a été beaucoup trop vite par rapport à... Et tout n'a pas suivi. Tout n'a pas suivi. Alors, je dis pas qu'il faut pas que les choses évoluent, bien au contraire, hein, parce qu'on a toujours besoin de... c'est pratique aussi. C'est pratique, hein, bon. Mais sauf que certaines personnes n'ont pas pensé que tout le monde n'est pas équipé, tout le monde ne peut pas savoir faire, surtout dans la ruralité, hein, aujourd'hui. Bon, en ville, il y a des tas de possibilités, mais nous, les petites campagnes, on ne peut pas suivre, hein, on ne peut pas suivre. Déjà pour des problèmes économiques, et puis des problèmes de capacité intellectuelle aussi. Mais il y en a aussi qu'il faut 60 ans, ils s'y mettent très bien. Hein. Oui. Mais arrivé à cet âge-là, je ne sais pas pourquoi, on a une certaine sagesse qui s'installe sur... autant c'était barbant avant, moi j'adore lire, c'était une chose que je n'aimais pas faire avant. Je ne sais pas pourquoi, mais à présent, c'est un besoin. Donc, comme quoi... Hein, les goûts changent, hein, ça c'est normal aussi. Oui, c'est normal. Oui. La maturité, tout ça, bon bah voilà. Ouais, arrivé à un certain âge, puis on est plus tranquille quand on est à la retraite. Disons qu'on a une charge mentale moindre que quand on travaille. Ça dépend. Moi, je connais des retraités qui n'arrêtent pas. Oui, à gauche, à droite. Voilà, on connaît. Voilà. La peur de s'ennuyer, donc finalement on charge l'agenda. Peut-être la mort qui approche et on se dit il faut que j'en fasse le plus possible. Non, mais moi je suis pas maintenant sur l'âge. Moi c'est pas ça, ça c'est plutôt la solitude et l'ennui. Ouais. Donc en fait je
je prends plus de boulot que je pourrais en faire. Ouais, Je suis surbookée. Ouais. Mais pour ne pas m'ennuyer, et puis la solitude, quoi. C'est sûr, c'est terrible la solitude. Puis la solitude, moi, ça ne m'angoisse pas du tout. Moi, ça m'a. J'étais très solitaire. Ça ne m'angoisse pas du tout. Ouais, mais Moi, bon. c'est l'âge. Ah ouais? Ah oui. Alors Oh, là, non, moi, ça, ça, je m'en là, fiche. je commence à paniquer un peu parce que Ah ouais. on s'en va sur une pente descendante là. Aïe, aïe, aïe. Mm. Et puis, je sais pas pourquoi, mais tout le monde. Mais pourquoi tu fais ça à ton âge? C'est comme si, hein, franchement, c'était. On Oui. est toujours obligé de. De justifier, ouais. Oui, c'est, ouais. Parce que, Ça m'agace un peu. Oui. pourquoi tu fais ça à ton âge? Parce que je le fais parce que je suis en forme, parce que ceci, Bah, parce bien que. sûr. Enfin, quand Puis on est ça capable de maintient. le faire. Enfin. Voilà, puis ça maintient en forme aussi. Et on ne sait pas votre âge, enfin c'est des gens qui connaissent votre âge, moi je ne Oui. sais pas. Donc, Ben, voilà, c'est ça. C'est des gens qui connaissent mon âge. Et en fait, eux, ils ne l'ont jamais fait. Ce que je fais à mon âge, ils ne l'ont jamais fait. Ils ont des croyances sur à cet âge-là, on ne doit pas faire Et ben ci, voilà, ou voilà. voilà. c'est Voilà, ça, on doit c'est- être tranquille c'est à la maison statué, à côté c'est- de son mari et peinard, quoi. Ah ben non. Mais ça, c'est la mentalité avec le chien au coin de la cheminée. Ouais, voilà. Aussi agréable. Apporte-moi l'hiver, mes mais chaussons, c'est ça. chérie. Ah, ouais, ça, c'est la mentalité de la campagne. La Mais tisane. non, Ah, non, de non. temps en temps, on apprécie. Ça. C'est vrai de se Oui. poser. Moi, je sais, Oui, j'aime bon. bien me poser. Mais il ne faut pas que ça dure. Hein. Ah non. Non, parce que j'aurais vite fait de. Ah oui, oui. Non, non, c'est- Pour ça, les hivers sont longs. Donc, moi, je remplis les journées d'hiver. c'est vrai qu'on Mais est bon. tous différents. Donc on peut faire des cafés littéraires ou des cercles littéraires, même s'il n'y a pas grand carrément. monde, c'est pas grave. Ouais, mais bon, ça, peut-être qu'aujourd'hui, avec le bouche à oreille, ça en fera venir d'autres. Donc, on va C'est ça. essayer de. Voilà. Hein. Mais il y en Stimuler. avait quand Véronique était partie. Oui, oui. Ouais. Bah ouais. Il y en Et avait. de- Avec Véronique, la Belge, La elle Belge. est partie en Belgique, là. Alors, pas de Oui, bol, mais sinon elle la aurait dame été à là. côté, Dominique Barberet, elle pouvait pas, là. parce que je suis sûre Et que puis ça sinon, l'aurait il y avait fait. Aline Cousin aussi, autrefois, qui venait. Elle lisait beaucoup, Ouais. beaucoup, et elle aurait apprécié. Donc, bon, voilà, on avait C'est quelques vrai personnes. que mais, la population de Saint-Genoux est difficile à. ah, carrément. Alors, je vous propose de continuer. Oui, Parce que allez-y. c'est beaucoup écarté. Voilà. Mais Voilà. ça. C'était pas complètement les thématiques qu'il y avait dans Du le livre, tout. mais pourquoi pas. Hein, ça Ah, parle voilà, de la vie, de la mort. de- Voilà, bon, voilà. de la vie en général. Voilà. Hein. Alors, Et du bonheur. oui aussi. Mais c'est vrai, là, tout ce que vous disiez, c'était. C'était juste. Je ne sais pas, en tout cas c'est ce que j'ai constaté. Alors on va poursuivre, donc le personnage, il continue sa route, il grandit, tout ça dans sa famille. Donc chapitre 9, en finir avec le Père Noël. Si le premier mythe auquel je fus confrontée touchait au corps, donc dans le chapitre précédent, il parle de la sexualité, de son corps, de son rapport à son corps. Et voilà. Le deuxième visait mes rêves, une autre part intime de ma personnalité. Comme tous les enfants, j'attendais Noël avec impatience. Dès le mois d'octobre, j'étais surexcitée. Pas seulement à cause des cadeaux que le gros bonhomme rouge allait m'apporter, mais aussi et surtout en raison des préparatifs de l'événement. La décoration du sapin et de la maisonnée, les invitations au réveillon, avec dans leur sillage son traîneau d'effluves de bois, d'épines et de clémentines, ainsi que sa farandole de couleurs, rouge, vert, or. Noël était une saison. Un véritable climat d'euphorie régnait dans l'habitation, à l'école, dans les rues, en tout lieu. Les années passant, Noël constitua un repère dans ma vie d'enfant. Autour de moi, à cette époque-là, tout le monde respectait les mêmes rituels. Néanmoins, cette répétition n'était en rien monotone. Au contraire, ces gestes me rassuraient, et je les accueillais avec émotion, puisqu'ils me prouvaient que la terre tournait toujours dans le bon sens, que l'existence suivait son cours, ritournelle d'une toupie. Vers 6 ans, j'en déduisis donc que rien ne pourrait altérer la venue de ces jours heureux, qu'ils reviendraient toujours, fidèles, identiques, persistants comme le résineux, et chaque année, ma joie, à l'approche des festivités,
ne se démentait pas. Quelle effervescence le soir du réveillon, lorsque nous recevions mes tantes, mes oncles, mes cousins, mes cousines, une vingtaine de personnes. C'était la fête, le déballage du précieux service en porcelaine, de la nourriture raffinée que ma mère cuisinait elle-même, des cascades de fruits de mer, de foie gras et autres entrées appétissantes, la traditionnelle dinde dodue et son assortiment de marrons, et pour finir, la fameuse marquise au chocolat que ma marraine avait pour habitude de réclamer, sans oublier la salade et le copieux plateau de fromage. Un succuleux festin. C'était Versailles en notre modeste demeure campagnarde. Et ça parlait, et ça riait. Et nous, les enfants, nous chahutions, nous courions autour de la table pour digérer chaque bouchée et dégourdir nos gambettes ankylosées par l'immobilité imposée, alors qu'elles étaient boulimiques d'activité, malgré l'heure tardive. Ah, ce que j'aimais ces rassemblements conviviaux, pendant lesquels je me saoulais des lumières clignotantes des guirlandes du sapin, ce raffut de joyeux désordre, ces fumées d'agapes déversées sur les nappes qui perdaient, sans préliminaire, leur virginité dès que nous commencions à manger, surtout de notre côté, et spécialement pendant le dessert. Nos frimousses n'étaient plus celles d'enfants de cœur mis sur leur 31 pour l'occasion. Dentelles et soie pour les filles, chemises et pantalons de velours pour les garçons. Les tissus étaient froissés, les cheveux ébouriffés, les manches et les jupes relevées, les chaussures vernies expédiées à l'autre coin de la salle à manger. Même nos parents se débraillaient. Les cols étaient ouverts, les boutons défaits. Les bedons repus avaient besoin d'espace. Notre bonheur s'épandait au-delà de nos vêtements, au-delà de notre corps, en une rougeur joufflue qui débordait de nos yeux. Les paupières se fermaient autant de plaisir que sous l'appel du sommeil. Le bonheur fatigue vite. Brutalement, la terre aussi estomaquée que moi s'arrêta. Et dans un élan désespéré, désorienté, elle reprit sa route, en sens inverse. La terre avait perdu la boule, et moi, je ne comprenais plus rien. Mes parents et mes tantes et oncles s'étaient disputés. Mon père prétextait qu'ils avaient profité de lui et de son argent. Ma mère en avait assez que ma marraine se mêlât de ses affaires. L'amplitude de ma déception culmina aussi haut que la force de ma certitude. J'étais persuadée que Noël demeurerait toujours pareil, et je m'apercevais qu'il n'en était rien. À 10 ans, Noël n'eut plus les mêmes couleurs. C'était toujours du rouge, du vert et de l'or, mais leur éclat s'était fané, ridé, terni par la tristesse qui m'étreignait et déteignait sur les endroits où mes pupilles se posaient. À cette époque, un autre cataclysme eut tôt fait de m'achever. Le Père Noël n'existait pas. Il est vrai que je n'étais pas bien précoce pour croire encore à mon âge à ce joli conte. Pourtant, j'avais canalisé mon énergie pour ne pas le savoir, pour être mise au courant le plus tard possible. Pas que j'ai eu peur de ne plus être gâtée, comme dans certaines familles où connaître le secret allait de pair avec des souliers vides. J'avais reculé au maximum l'échéance. Néanmoins, il était l'heure pour moi d'ouvrir les yeux. Le choc fut rude. Car de père, j'en avais un cruel besoin. Pour Noël et sa magie, rien ne changerait. Mes cadeaux m'attendraient toujours le 25 au matin au pied du sapin. Mais savoir que ce Père Noël était bidon, cela me paraissait odieux. Un mensonge des adultes pour soumettre les enfants. Si tu n'es pas sage, tu n'auras pas de cadeau à Noël. Et apprendre que mes parents étaient les donateurs de tous les paquets que j'avais reçus rendait ma hâte amère. Ils m'avaient menti. Jusque-là, Noël n'avait pas été qu'une gentille histoire qu'on relate aux enfants. J'avais réellement imaginé un autre monde, là où vit le Père Noël, entouré de ses lutins. Une grande forêt enneigée au milieu de laquelle une immense chaumière usine toute l'année afin de confectionner, gracieusement, les jouets dont la liste était envoyée par les enfants, avec son système de tri postal,
pour organiser sérieusement la distribution auprès de ceux qui avaient été sages et même de ceux qui ne l'avaient pas été. Cette générosité n'était donc qu'un leurre. Certains enfants ne recevaient alors rien, car leurs parents trop pauvres. L'injustice me giflait au passage. Une avalanche de désillusions s'abattit sur moi cet hiver-là. Mes rêves d'enfant furent catapultés et aussitôt remplacés par une image qui date de plus de 20 ans, mais de laquelle je me souviens comme si je l'avais fixée la veille. Mon père, ma mère et moi avions passé un Noël ennuyeux. Éteints les cris des cousins et les conversations animées des oncles et tantes. Les programmes télévisés avaient supplanté le silence de cette morne soirée. Au moment d'aller au lit, j'étais redescendue pour embrasser ma mère. Là, dans le couloir, un courant d'air soulève le rideau de la porte d'entrée, d'où un homme, en cagoule kaki, jaillit les bras chargés de paquets colorés. La célébrité du Père Noël vole en éclats avec les pans rouges sang du tissu tel la muleta de ce torero inconnu. Le légendaire vieux bonhomme est terrassé et agonise au fond de mon cœur. Tirez le rideau, il n'y a plus rien à voir. Le Père Noël est-il cette caricature militaire? Je comprends vite que l'intrus n'est autre que mon père, et je préférerais un Père Noël en treillis que pas de Père Noël du tout. Je ne dis rien, je monte me coucher. 4 ans plus tard, pendant un de nos sinistres réveillons, je repensais à ce que ma mère avait déclaré quelques semaines auparavant à l'une de mes tantes qu'elle continuait à fréquenter. Je préfère que mon fils fume devant moi plutôt que de fumer n'importe quoi en cachette. Encouragée par la confiance qu'un petit apéritif avait grisé, je prévins ma mère que j'avais une faveur à lui demander en fin de repas. Obnubilée par cette chose que j'avais à quémander, à retourner ma sollicitation dans tous les sens afin de la formuler le plus clairement possible, le dîner passa très vite. Enfin, ma mère se leva de table pour aller chercher le dessert dans la cuisine. Je la suivis. Devant le frigidaire, je lui exposai mon souhait. « Tu as dit l'autre jour que tu préférais que je fume devant toi plutôt que dans ton dos. Voilà. Est-ce que je peux prendre une cigarette après le dessert ?» Ma mère attrapa le gâteau glacé, fit claquer la porte du compartiment congélateur et retourna, telle une furie, à table. On aurait pu croire que la glace avait attrapé un coup de chaud et qu'elle était en train de fondre. Alors, la véritable raison éclata vivement dans l'air. « Toi, tu oses me demander de fumer, toi, t'abaisser à la même chose que les autres que tu critiquais il n'y a pas si longtemps? Je me souviens que tu disais même « le tabac ça pue et c'est trop nul », déclama-t-elle en essayant d'imiter ma voix qui était en pleine mue, le dessert tournoyant au-dessus de nos têtes au gré de la tempête déchaînée par ma mère et pointée vers moi lorsqu'elle scandait cette toix accusateur. En plus d'être privée de cigarettes, je n'aurais pas non plus de glace, mon mets favori, si ma mère ne se décidait pas à poser la boîte sur la table. Mon père regardait la danse endiablée du vacherin, puis dirigea son attention vers la télévision. Comme d'habitude, il n'avait rien à dire. D'ailleurs, qu'aurait-il eu à ajouter, lui qui fumait autant qu'une raffinerie? Nous pûmes tout de même manger notre part de gâteau, quelque peu secoué par son raid aérien, accompagné du téléviseur qui recouvrait la gêne occasionnée par cet énième affrontement entre ma mère et moi. Il ne neigea plus par la fenêtre de Noël. Le paysage demeurait pareil à ceux des autres jours, rien de particulier. Terminée l'euphorie des années écoulées, mon cœur était de glace. J'eus bien froid, mes sentiments givrés, et aucune flamme auprès de laquelle les revigorer. Mais c'est la réalité, hein. C'est tout ça. Waouh. Moi, j'ai pas trop connu moi cette période Noël. J'avais des parents qui travaillaient pour Noël. Donc, j'étais gardée par ma grand-mère et donc les repas de Noël en famille, j'ai pas trop connu ça. Non, mais tout ce que vous avez relaté, c'était ça.
La désillusion totale quand on a su que le Père Noël n'existait pas. Bah, je me rappelle pas de cette période, moi. Tu te Ah, rappelles si, qui hein. c'est qui t'a dit ça, toi? Tu te rappelles? Ah oui, oui, oui. Et puis j'ai pleuré toutes les larmes Ah de ouais mon corps. Ah oui, alors là, c'était Ah, le tu t'en monde rappelles sec. encore? Ah ouais? Et mon frère Pascal, c'était au catéchisme. Alors, c'était l'ancien directeur de l'hôpital de Busancais, Beauchamp, monsieur Beauchamp. Et c'est sa femme qui faisait le catéchisme. Et puis, ça nous arrangeait de croire au Père Noël, hein, parce que c'est vrai, on avançait, on avait 11 ans à peu près, donc il était temps de grandir quand même. Mais ça nous arrangeait un peu. Oui. Puis maman faisait en sorte, on avait nos cadeaux, ah oui, oui, puis on n'était pas une famille aisée, mais on avait toujours des cadeaux pour Noël. Puis un jour, Pascal est rentré du catéchisme, mais blanc, mais ce qui s'appelle d'une pâleur pas possible. Hein. Tu m'as menti. Parce que moi, quand je l'ai su, j'étais plus âgée que Pascal, donc fallait qu'on se taise, fallait que les plus petits y croient toujours. Et là, il regardait maman, mais avec une colère. Tu m'as menti, je te croirais plus du tout. Enfin bref, ça a été un effondrement total. Ah ouais. Ouais. Et c'était cette dame qui lui enseignait le catéchisme qui lui a dit que le Père Noël n'existait pas. Elle lui a pas dit que elle lui a pas dit que Jésus n'existait pas, peut-être aussi. Ça, c'est une autre affaire. Oui, pour le coup. Mais le ressenti, c'est vrai que c'est... Ouais. Et toi, qui c'est qui te l'a dit, toi? Ben nous, non, on l'a pas... Non. Tu y as cru au Père Noël? Un peu, mais bon, après, nous, 2 ans que nous, on avait perdu notre maman, donc déjà... De bonheur, oui, c'est vrai que ça a cassé un peu le truc, ouais. Oui, voilà. D'accord. Oui, c'est vrai que ça, c'est les situations... Moi, je me rappelle pas ça m'a vraiment pas marqué, moi, tu vois. J'ai aucun souvenir. Moi aussi, hein. Et puis c'est quelque chose qui s'effondre, mais c'est inimaginable. Hein. C'est au plus profond de soi. C'est parce que c'est l'imaginaire, le Père Noël. C'est le Père Noël qui descend par la cheminée, le matin on se lève, on voit tous ces cadeaux, tous les rires, les déchirements de papier, tout c'est... et là tout d'un coup, patatrac. Il était temps. Mais il fallait qu'on ait une attitude digne par rapport aux plus petits. Oui. Donc, mais alors, au fur et à mesure, alors Pascal, je revois son visage. Maman, il était en colère contre elle. Je te croirais plus jamais. Oh, la pauvre maman. Alors, la question que je voulais poser, faut-il en finir avec le Père Noël? Non. Oh ben non, faut laisser la magie. Ah, la magie, ça fait pour mal. les tout petits, ça fait mal, mais moi je trouve que le temps qu'on y croit, c'est magique. Oh, bah c'est magique. Ouais, chacun a son point de vue là-dessus, mais... Alors, c'est un avis d'adulte. Hein. C'est pas un avis d'enfant, évidemment, mais c'est un avis d'adulte. Quand on voit les yeux qui s'éclairent, les yeux des enfants qui s'éclairent, non, on peut pas faire ça, quoi. C'est trop mignon, trop beau. Alors, c'est très égoïste. Maintenant, à l'école, c'est trop égoïste. Oui. Maintenant, c'est plus à la charge des parents, maintenant. Hein. Parce que les enfants, entre eux, ça, se communiquent l'information. Donc, à 5-6 ans, ils y croient plus. Non. Même avant. J'ai l'impression que les grands, ils ont un malin plaisir de souiller un petit peu tout ce qui est carrément, c'est un petit peu dommage, quoi. Mais enfin, il y a des parents, moi je connais des parents que ils ont dit à leurs enfants dès le départ. Bah écoute, ça, c'est... Quand t'as fumé, alors là, autre affaire. Avec le vacherin qui danse au-dessus de la table. Oui. Faut viser avant qu'il vole, le vacherin, non, ça va. Non, mais c'est bien, tout ce que vous dites, là, c'est bien. Mais bon, c'est bien le côté festif de Noël. C'est la vraie vie. L'émerveillement, l'attente et tout, voilà. Non, c'est bien. On voit les guirlandes, on voit tout ce qui scintille, c'est magnifique. C'est vrai, c'est magique. Hein.
Moi, c'est un côté qui m'aurait plu de connaître, mais je l'ai pas Ouais. connu. Ouais. T'as jamais connu? Non, non, non. Et vous n'avez pas rattrapé le retard après en faisant vos propres... Si, je l'ai ouais. fait avec mon fils après, Ouais. bien sûr. Si, bien sûr. J'ai fait avec lui ce que j'ai pas pu avoir étant plus jeune, bien Ouais. sûr. Ouais. Ah oui, non, c'était trop bien. Ouais. Mm. Ah ouais. Mais c'est vrai, c'est une part d'enfance que j'ai pas connue, ça. Et Ça n'a bon. pas été l'effondrement quand vous avez appris que c'était le Père Noël n'existait Pas pas. plus que ça, parce que c'est pour ça, regardez, vous voyez, je m'en rappelle même pas. Ouais. Donc ça m'a vraiment pas traumatisée, puisque bon, ça m'empêchait pas d'avoir des cadeaux. Hein. Bah oui. Donc j'avais des cadeaux quand même à Noël par ma grand-mère, ma tante, mes parents. Mais il n'y avait pas de... c'était pas le repas festif et tout ça, et la préparation de... Non, ma grand-mère, elle tenait un hôtel. Enfin, vraiment, mes parents étaient... Bon, voilà. Ouais. Ma grand-mère avait un hôtel, mes parents avaient un hôtel-restaurant. Enfin, bon, on était vraiment... La famille était là-dedans. Et donc, il y avait que ma grand-mère qui avait du temps, parce que l'hôtel, ça lui prend du temps le matin, jusqu'à midi. Mais après, l'après-midi, le soir, ça va, c'est tranquille. Donc, elle prenait le temps de décorer son hôtel, faire un arbre de Noël. Enfin, bon, voilà. J'étais avec elle pendant ces temps-là. Et mes parents, alors là, ils étaient invisibles. Hein, c'était même pas la peine de chercher à les voir, quoi. Je veux dire. Donc, bon. Ouais, il y a des métiers qui sont... Ouais. Oui. Ouais. Alors maintenant, bon, j'entends parler de gamins qui en font tout un pataquès pas possible, parce que... Mais bon, j'ai pas été traumatisée pour autant. Je pense pas être montée à l'envers, donc bon, je sais pas. Tout va bien, quoi, dans ma vie. Bon, voilà, c'est pas traumatisant à ce point, quoi. Je veux dire, bon, on s'en remet. Hein. Faut comprendre que bon, chacun essaye de gagner sa vie comme il peut. Il y a des métiers qui sont prenants, et puis c'est tout. Après. Enfin bon, moi, ce qui m'a permis par la suite de savoir les métiers que je voulais pas faire. Voilà. Ah oui. Voilà, Ouais. déjà, à la base. Comme ça, au moins. Donc, je devine, la restauration. Oui, et l'hôtellerie. Non, mais ça, c'est clair. Donc, voilà. Si on veut avoir une vie de famille, c'est pas des métiers à prendre. Quoi. Ouais. Alors, Surtout les là, avec métiers de commerce, le Covid, là aussi, ça Ah oui, vient. oui, Ouais, oui, ouais, oui, ouais, oui. ouais. D'ailleurs, les jeunes Voilà. veulent même plus faire ça. Hein. Non. Bah non, parce que c'est beaucoup trop d'heures, vous rigolez. Ouais, ouais. Non, mais mes parents, ils travaillaient, mais... Ouais. Papa, je sais pas combien d'heures, il dormait pas beaucoup, hein, le pauvre, hein, parce qu'à 3h du matin, il était au hall. Hein. Oui, mais Donc, c'est voilà. évident. Hein. Donc, en plus de ça, il faisait le service du soir. Donc, il faisait une sieste l'après-midi à la pause. Donc, c'était pas le moment d'aller le chatouiller. Hein. Donc, combien de fois je me suis fait virer de la cuisine avec un coup de pied dans les fesses. T'as rien à faire, l'affiche le camp de là. Bon, voilà, mais j'en suis pas morte. Hein. C'est pas le drame. Mais bon, après, il faut savoir que tes parents, tu les vois pas, quoi. Voilà. Alors, t'en profites amplement quand tu les as presque un mois avec toi en vacances. Ouais. Alors là, oui, on fichait le camp sur la Côte d'Azur et on était contents d'être en vacances enfin tous les trois, quoi. Là, c'était les vacances. Mais bon, le reste de l'année, il n'y en avait pas. Hein. Pas d'autres vacances, donc il fallait faire avec. Puis voilà. Mais bon. Comme Maintenant, ça. c'est complètement chamboulé, comme ça. ça aussi, hein, parce Oui. que tout le monde privilégie la famille. Donc l'hôtel, le restaurant, les restaurants, pour en trouver un déjà, faut s'y prendre. Faut savoir déjà, voilà, un mois avant pour savoir qu'on veut aller manger au restaurant. Parce que c'est vrai qu'on avait ce côté des amis, moi j'ai vu à la maison, on disait, tout le monde arrivait, on disait, on va aller au restaurant, tout le monde s'habillait et puis on partait au restaurant. On s'habillait autrefois que maintenant, oui, vraiment. Hein. Mais c'était cet engouement et puis ce côté plaisir de dire, on pousse la porte d'un restaurant, vous êtes combien, on nous accueillait, vous êtes combien, et voilà, comme maintenant. C'est-à-dire que un petit peu tout le monde a voulu, on va dire, faire ce genre de métier sans en être vraiment capable.
ni aptes, ni savoir, ni professionnels, ni Mais tout ça. néanmoins, Donc ils se sont improvisés restaurateurs dans des métiers qu'ils connaissaient absolument pas. Oui, parce qu'il n'y a pas vraiment de diplôme, hein. Je crois que Bah. ça dépend. Enfin, on peut ouvrir un restaurant sans avoir fait Je une sais pas. école. Ah, je sais pas, autrefois, si. Ouais. Autrefois, Oui, si. mais maintenant, je crois que. Et on maintenant, c'est peut- peut-être plus... Ouais. Alors, c'est pas tout à fait normal quelque part, parce que Il y a quand un même des- boulanger, vous Ouais. pouvez pas ouvrir Ouais. une boulangerie si vous n'avez pas votre diplôme doit y de avoir- boulanger. il doit y Donc un avoir quand même restaurateur, un ça doit être la certain- même chose. Ouais. Si vous Ben, n'avez je- pas un mais cuisinier, Ouais, Ouais. mais je je vois crois pas que. comment. Hein. Mais je crois que c'est. Il n'y a pas forcément de. Enfin, c'est moins peut-être réglementé qu'avant. Peut-être. Parce Il me qu'ils sont semble. tellement à court maintenant que Peut-être. plus personne ne peut faire. Mais c'est vrai, comme vous dites, depuis le Covid, Ouais. ils ont poussé les gens à se Des tas de reconvertir. Mais Et c'est puis du ils se tout et sont n'importe tellement bien quoi. reconvertis qu'ils ne veulent plus faire ce Non. métier, hein, ça Mm. c'est sûr. Hein. Bah non, c'est sûr. Hein, mais il faut voir les heures que ça fait. Hein, Ouais. c'est pas Oui. rien. Hein. Et puis, tout le monde non plus n'est pas forcément capable de répondre aux exigences des clients. Mm. Parce que les clients sont très exigeants. Mm. D'accord? Donc, faut savoir être commerçant ou pas du tout. Alors, Oui. si tu n'es pas commerçant, il vaut mieux faire autre chose. Hein. Oui. Voilà. Maintenant, faut prendre avec le sourire tout en sachant se faire respecter. Donc, ça, il faut savoir manœuvrer habilement, mais il faut savoir faire. Et t'en as plein comme ça qui perdent leur commerce parce qu'ils sont pas aimables. Mm. On n'en voit pas balader un client, quoi, Bah, à la base. mon grand-père était dans le commerce. Il tenait une bar, épicerie. Enfin, il y avait de tout hein, dans un petit village, dans le Berry. Et on trouvait de tout. Hein. Et moi, j'ai toujours entendu dire le client est roi. Bah, Oui. Et quand on le voit maintenant, les clients, ils font chier les Ah, bah, les oui, commerçants, oui, oui, hein, tout à clairement. Hein. Tout à fait, tout à Clairement, fait. Et là, hein. c'est trop, là. Ouais, Maintenant, c'est ouais. trop. C'est tout dans l'exagération. Ouais, c'est ouais. ça qui est dommage. Et ça tue tout. Ouais. Ça, l'histoire. Ça tue tout. Ouais. Alors que, Ah oui, bon, il nous le montre bien d'ailleurs. Hein. Avant, on rentrait dans un magasin. C'est vrai qu'il nous tout de suite. Vous désirez, on disait ben non, on fait le tour. Maintenant, on est obligé de courir après le. Et en plus, si, s'il pouvait nous éviter, ce serait encore mieux, quoi. C'est carrément ça. Ah mince, elle m'a vu. Ah là là, catastrophe. Elle vient vers moi. Ah, elle va me demander quelque chose. Oh là là, vite. Mais j'ai dit, Alors, non, je cours dans la réserve, comme ça elle ne me verra plus. Non, mais c'est l'horreur, oui. hein. Parce que on est allé chez Decathlon, puis je voulais une lampe frontale pour lire le soir. Voilà. Et puis, donc ils étaient un groupe. Ouais. Alors, j'étais là en pied de grue à côté d'eux. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, toujours. me Hein. Alors, je leur dis, mais il y a quelqu'un quand même pour répondre aux clients. Qu'est-ce que vous voulez? Mais alors, on m'a. Voilà. Mais Ah oui. vraiment, hein. C'était virulent. Hein. Ben, j'ai dit, Ah oui. écoutez, je suis désolée de vous déranger dans votre petite discussion, mais je désirerais une lampe frontale. Là-bas, qui me fait, c'est là-bas. Ouais. Et il a fallu, avec ce là-bas, il a fallu Ouais, que j'y ouais. aille. Que tu te débrouilles pour Et trouver je le me suis là-bas. débrouillée. Waouh. Et ils ont continué. Mais après, parce que c'est pas, c'est des, comment dire, ils travaillent pour quelqu'un, mais après peut-être que dans les petites boutiques, C'est pas trop pareil, oui. ouais, ils sont quand même, mais là, je trouve ouais, que ça Le commerce manque de encore. proximité, Voilà. c'est déjà Ouais. il y a Alors, je me proximité. ouais, Parfois, il y en a ouais. qui perdent leurs Ouais. emplois, ben, c'est bien fait pour eux. Ah, moi, je Ouais. l'ai. parce Pas que aimable comme franchement, ça, oui, c'est pas. ouais. Parce que ils sont contents d'avoir un emploi quand même. Alors, imagine comme chez Decathlon. Bon, bah, si un jour il y a un manque de clientèle ou quoi que ce soit, bah, ils vont se retrouver à la rue. Hein. C'est sûr. Ils vont fermer boutique. Hein. Donc, ils travaillent pour eux aussi. Hein. Oui, mais enfin, bon, ça. Vaste programme sur le travail, la conscience professionnelle et j'en passe. Oui. Tout ça, ce sont des mots désuets qui ont disparu
C'est vrai que nous, on avait quand et même que ce voilà, souci ça de- n'existe plus. de Voilà. bien faire et puis de Non, voilà. ça, non. D'abord on nous avait appris C'est les bases, une de denrée rare. la politesse Mm. déjà, et puis c'est Alors, il y a quelques années en arrière, je ne sais pas si ça existe encore beaucoup maintenant, mais j'ai pas trop l'impression. Dès que tu rentrais dans un magasin, on te disait bonjour. Mm. Et puis quand tu y répondais pas, en général, la bonne femme, elle en remettait un coup. Elle te redisait bonjour madame pour bien faire comprendre que toi, tu n'étais pas poli, tu disais Mhm. pas bonjour. Maintenant, j'ai bien l'impression qu'il n'y a plus grand-chose. vrai. N'est-ce pas? Il me semble. Hein. Je pense que de ce côté-là, pas- ça, voilà, ça a de- disparu de- un petit peu du, voilà. À la limite, bon, t'es là, t'es pas là, c'est pareil. Il y a beaucoup à dire sur le travail en général, hein, Ah oui, entre oui. la façon de travailler, la façon d'accueillir le public, la façon Et c'est les bases, de les travailler parents. à la base, de travailler le savoir, savoir-faire. Je comprends pas que quelqu'un fasse un boulot. Bon alors, bien sûr, il se peut, hein, ça arrive, des fois c'est par besoin essentiel pour se nourrir qu'on travaille. Et c'est sûr que pour beaucoup, il y en a qui font des travaux qui ne leur plaisent pas, mais qui font par besoin alimentaire. Bon, maintenant, quand tu bosses, essaye de bien le faire, quoi, je veux dire. C'est la satisfaction de fin de journée. Enfin, je sais pas, moi Je quand te rejoins. j'avais bien travaillé dans ma journée, ben, j'étais contente de moi, bon sang. Je le faisais pas dans le but de dire bah, je vais faire plaisir à mon patron. Je m'en foutais. Moi, tout ce que je voyais, c'était que j'avais bien rempli ma journée, j'avais bien bossé et que j'avais ça en moi à faire le lendemain. Donc, dans ma tête, bah, je me sentais bien en partant. Maintenant, mais c'est vraiment pas ça, quoi. Parce que j'ai l'impression que les gens réagissent en disant j'ai encore bossé pour ce sale con en parlant du patron, quoi. Oui. Mais, Après, il y a toute une ambivalence entre les gens qui veulent peut-être moins en faire ou plus trop se prendre la tête parce qu'ils voient que ça sert à rien, qu'il n'y a pas de retour. Les chefs d'entreprise qui en demandent beaucoup aussi aux travailleurs et on surresponsabilise les gens et on leur met tout. Si tu n'y arrives pas, c'est ta faute. C'est ça, Albert Moukébert, le neuroscientifique, en parle aussi de cette surresponsabilité individuelle qu'on met sur les gens. Et puis alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu vas pas bien, détends-toi, fais de la méditation. Les entreprises qui paient des cours des séances de yoga, mais ils se sont pas remis en question, et malheureusement. comme ça, voilà, les chefs d'entreprise, eux, Oui. c'est pas ma faute, quoi. Voilà, Hop. ils se Ouais. dédouanent. Mais le problème, c'est que, bon, Ouais. moi, je parle d'entreprises à plus petite échelle, plus à taille humaine. C'est sûr que vous avez des grandes boîtes où ils ont des méthodes de gestion, on va dire, à l'américaine, entre guillemets, où c'est le presse-citron jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de jus. Ouais. Voilà. Et une fois qu'il n'y a plus de jus, eh ben, tu dégages. Et c'est complètement ça dans des grosses boîtes. Je vois ça notamment beaucoup en région parisienne. Mais c'était l'horreur, quoi. C'était l'horreur. Et alors, on en demande. Et tant que l'âne il continue d'avancer, on en demande toujours, jusqu'à temps que l'âne il soit comme ça, et puis terminé, quoi. Alors, quand tu es comme ça, t'intéresses plus personne. Et au lieu de te ramasser, t'aider pour continuer à travailler, mais dans de meilleures conditions, on préfère te mettre au placard, quoi. Donc non, c'est pas l'idéal. Mais tu sais- si tu veux, les méthodes de gestion ne se sont pas remises en question, ne se sont pas posées les bonnes questions. Et malheureusement, on a de plus en plus de burn-out parce que évidemment, on presse tellement les gens qu'on ne peut pas. Les gens, ils peuvent plus au bout d'un moment, c'est normal. Mais peut-être ramener les fondamentaux, peut-être ramener les choses à taille beaucoup plus humaine, de façon à ce que chacun y trouve son compte. Aussi bien la personne qui travaille que le patron. Et je suis sûre qu'il trouve... quelque part, il y aura forcément une harmonie dans tout ça, mais il faut qu'il résonne
Et, pas toujours moi, intérêt, je veux dire. Moi, j'ai travaillé dans un magasin de confection, c'était au rendement. Donc, Ouais, on forcément. tenait. Hein. Mm. Je veux dire, tu n'avais pas intérêt à. Tu partais, tu allais aux toilettes, tu courais, tu revenais. Il ne fallait pas qu'il y ait du monde. Voilà. Mais c'était notre cadence. Et on travaillait le samedi. Donc, c'était des 42 heures par semaine, voire plus. Donc, tu peux demander à ma sœur, mon beau-frère, on était sur ça. On embauchait à 7 heures le matin et on finissait et on travaillait, on recommençait à 1 heure et midi on débauchait à 1 heure. Mais c'était le rendement. Et puis ça nous a jamais, on n'a jamais fait de burn-out. On voyait simplement, on se disait, bah, ça va nous faire un peu plus par... voilà, donc il y avait la... Puis c'était pas cher payé, on était pas... la carotte. Hein, mais le sûr. samedi, quand on nous disait, vous voulez venir travailler le samedi matin, on y allait, en courant. Moi, c'est pour ça, bon, j'ai un rapport avec le travail qui ne me correspond pas maintenant. Hein. Franchement, moi, quand je me dis qu'ils font 35 heures et puis qu'ils sont fatigués, moi, je comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Donc, ça, c'est un truc, bon, on pourra m'expliquer longtemps, mais moi non plus. Ça, c'est une chose, voilà. Bah, 35 heures, c'est peu. Hein. Ah, c'est peu. Hein. Alors là... sincèrement, c'est peu. Hein. Parce que moi, je voyais, moi, quand j'étais sur Nantes, je faisais 70 heures par semaine. Alors, quand on fait, je faisais le double. Alors, quand la 35 heures, on se dit... moi je veux bien, et puis là, moi j'arrive, je suis en pleine forme, voilà. Mais je te comprends. Non, là je n'arrive pas à comprendre. Faut m'expliquer. Est-ce qu'il y avait autant d'injonctions à votre époque sur il faut faire le tri de ceci, le tri de cela? Oui. Puis on avait le patron et la patronne qui étaient derrière. Non, mais dans votre vie, après, une fois que vous aviez fait votre travail, vous rentriez chez vous. Oui. Est-ce qu'il y avait autant de stress sur tous les à côté? Ben déjà pour le transport, parce que c'était le tramway, c'était voilà, les bus, ça commençait déjà à être la pagaille. Hein. Les horaires, parce que je rentrais jamais avant 8h30 le soir, hein. Enfin 20h30, hein, 9h même. Hein. Christian était de nuit, donc fallait que je prépare le repas ou que j'en préparais, voilà. Donc c'était voilà. C'était la routine. C'était la routine. Hein. Mais moi j'ai une bonne organisation et tout marche. Hein. Puis je faisais mon travail tout pareil hein, le matin. Avant de décoller, je faisais mon ménage, les tapis étaient sortis, ils étaient sur le... Voilà. Moi, je sais pas, on a une nature où on ne l'a pas. Voilà, moi c'est... J'ai jamais... Et c'est pas pour dire, mais toute la famille, on était bâtis dans ce style-là. Hein. C'est pour ça qu'on... À ces 35 heures, moi ça me... Ça m'a dérangé parce que je me suis dit ça n'a pas rendu les gens courageux. Ils pensent qu'au loisir. Ils ne pensent qu'au loisir. Alors moi je veux bien. Mais nous on a réussi quand même à se mettre de l'argent de côté par rapport au travail. C'est le but. Hein. C'est le travail qui donne quand même. C'est pas les loisirs qui vous nourrit et puis qui vous apportent de l'argent. Hein. C'est clair. C'est impossible. Donc les gens maintenant... D'ailleurs, moi, je ne comprends pas, vous leur dites, pour Noël, là, on va donner la prime de Noël. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais acheter des cadeaux à mes petits-enfants, déjà. Ou on va partir en vacances. C'est pas dire, bah, ça va m'aider à payer, moi, ma facture d'électricité. Ou mes arriérés de facture que je ne paye pas l'eau, je paye pas mon loyer. Les loisirs. Tout de suite, les loisirs. On est, moi, je suis d'une autre génération. Je me rends compte que je suis d'une autre génération. Parce que je n'arrive pas à comprendre ce monde actuel. Non, ça me dérange, ça. Je me dis, mais on en a fait un monde de fainéants. Ah oui. C'est vrai. Mais c'est vrai, hein, faut dire ce qui est. Hein. Ouais. Les gens n'aiment plus travailler. Ils y vont par nécessité et encore, en reculant. Et ils n'aiment pas travailler. Moi, j'ai toujours adoré mon boulot. Toujours. Moi aussi. Moi, j'ai toujours... Même si j'ai eu des travails ingrats, j'ai toujours aimé ce que même je faisais. S'il y a je me donnais à fond. Des soucis dans son travail, on en a toujours. Des soucis qui t'empêchent de dormir des fois. Donc, bon. Mais j'aimais ce que je faisais.
j'aurais pas laissé ma place à quelqu'un Voilà. d'autre. Non, non, non. Oui, mais on Mais dit bon. d'une autre Et puis, génération. et puis on comptait pas ses heures. Hein. Moi, je m'en allais pas tant que mon boulot était pas fini. Hein. Voilà. Ah non. Donc les 35 heures, c'était loin derrière. Hein. C'est pour ça que maintenant, 35 heures, c'est même de trop. Et là, maintenant, ils ont un comble. Enfin, moi, c'est mon point de vue, moi, ça me dérange. C'est de dire, vous êtes en congé, vous tombez malade pendant vos congés, vous récupérez vos vacances. Non, mais au mois d'août, tu tombes malade. Tu fais faire un arrêt de travail, ça va trop pousser tes vacances. Oui. Non, mais Oui. Ah oui, je savais pas ça. mais on marche sur la tête là quand même. Bah oui. Eh ben va y en avoir, hein. Il n'y en a pas beaucoup qui vont reprendre en temps voulu, hein, ça m'étonnerait. Bah oui, c'est bien. Ah non, mais je suis peut-être C'est bien. idiote de penser. Sans compter tous les arrêts de travail de complaisance, et ça fait Ouais. des années que j'ai lutté déjà à la base Ouais. dans mes précédents travail, mais vraiment, ouais, je me suis même engueulée avec un médecin. Hein. Ah ouais, ça a été loin. Non, mais il faut arrêter de prendre les gens pour des andouilles, quoi. Ah, forcément, ça peut cacher des pathologies. On J'ai dit, commençait déjà. là. arrêtez de prendre les gens pour des andouilles, quoi. Non, mais ça va, quoi. Non, c'est le cas pour certains, mais pas pour toujours les mêmes. On le sait bien. Ah oui, eh oui. Hein, voilà. On le sait que tous les lundis matins, s'il y en a un qui n'est pas là et qu'il y a un arrêt de travail, c'est qu'il a fait un peu trop la foire le week-end, quoi. Bon, et puis qu'il n'est pas là au boulot. Non, mais... Et bizarrement, c'est tous les lundis matins, Ah quoi. oui, Bon, oui. alors, certificat de complaisance, et l'autre, il va me dire que c'est pas ça. Non, mais... Oui, oh. quand c'est toujours les peut-être les mêmes Toujours la personnes. même personne, il fait la nouba tout le week-end et le lundi, il est malade. Eh, oh... Ça Non, va, mais quoi. ceci vu qu'il y en a qui demandaient leur vendredi et on leur refusait, donc ils tombaient malades. Ça les Forcément. va, Voilà. Oui, forcément, pour avoir le week-end. Ah oui, oui, oui. Ah Mais oui. ça a toujours existé. Ah oui. Mais c'est... Ah, Enfin, bah, moi, je sais que ça m'a... bah, enfin, Non, là, il y a plein de choses. Voilà, on dérive, mais c'est vrai que... Ouais, depuis Noël, on a beaucoup. Mais depuis tout à l'heure, c'est pareil. Hein, le bonheur, tout ça. Non, mais On est en train de refaire la société, là, à mon avis, mais on va pas y arriver, hein, parce Non. que c'est trop tard. Hein. Non, Mais mais on bon. a un point de vue qui est peut-être sévère aussi, mais non, enfin, Non, pour moi, non. on est réaliste, mais Ouais. bon, on dit simplement les choses qui nous plaisent pas, et puis c'est tout. Après, bah, qu'est-ce que tu veux, on peut rien changer à notre niveau, donc on changera pas les Là, gens. c'est Hein. fichu, en allemand. Bon, écoute, hein, soyons heureuses, vive le bonheur. Voilà. Je me plains pas. Ah bah Je non. ne me plains pas. On a des galères, on s'en sort, Oui, et puis bah voilà. voilà, Il c'est faut tout. se sortir Bah oui. la tête de l'eau, parce que si à chaque fois qu'il t'arrive un coup, et bon, t'as connu, j'ai connu, bah, on n'a pas sombré pour autant. Ah non, heureusement. Ah non, au contraire, moi j'ai l'impression que ça nous booste, ça nous donne. Hein. Bah, on lutte pour s'en sortir, Bah et oui. le fait de lutter Bah oui. ouais, nous booste, c'est sûr, il n'y a pas de miracle. Hein, Puis il faut surtout pas qu'on vienne me dire « Ah, ma pauvre... » Non, alors ça, c'est des mots que je n'aime pas du tout. Non, Je n'aime pas qu'on vienne me plaindre. ouais, Si non, c'est... c'est vrai. Ah, si... Ah, non, c'est non. vrai. D'abord, c'est un signe de faiblesse. Pour moi, c'est un signe de Ah oui, faiblesse. puis on va pas pleurnicher tous les 4 matins Voilà. parce qu'on a un truc qui va de travers. Je veux dire, bon, bah, faut se prendre en main. Justement, et on puis n'est voilà. pas, on serait pas bonne. Moi, je serais pas... Comme patronne, je serais pas bonne. Hein, parce que je veux dire... Bah, je sais pas, bon, moi j'ai pas eu trop de problèmes. Bon, si Non, un mais- ou deux, mais bon, pas plus que ça, quoi. Non, mais vu la Voilà. mentalité que nous avons au point de vue travail, au point de vue... eh ben, je pense que... Moi, quelqu'un viendrait me dire je suis fatiguée, ça, Ah bah, je te dis là tout à l'heure pour un ouvrier qui était régulièrement malade le lundi matin, et puis un autre qui descendait 2 bouteilles de blanc dès le matin.
Ben, il avait besoin de ça. que j'ai peut-être, dû pour eux. licencier sur le chantier parce qu'il était dangereux pour tout le monde. Ah bah oui, là. Donc, bon, voilà. Mais c'est les deux seuls ennuis que j'ai pu... bon, c'est pas vraiment des ennuis, quoi. Mais enfin, les deux... Voilà. Sinon, j'avais Il avait aucun peut-être problème. besoin de ça pour travailler correctement. Eh ben, écoute, avant, il Il fallait sa tanguait dose. parce qu'il n'avait pas sa dose, il tremblait de partout. Et Mm. quand il avait ses 2 bouteilles sifflées, c'était un Yougoslave, hein, donc je précise quand même. Donc, bon, ils avaient quand même un peu l'habitude. Mais bon, à monter sur des échafaudages, c'est pas trop le top quand même. Hein. Voilà. Ouais. Mais bon, là, j'aurais de quoi raconter un gros bouquin. Parce que dans le bâtiment, je peux vous dire qu'il y a de quoi raconter. Waouh! Ah, les anecdotes, j'en ai quelques-unes, hein, sous le coude. Vous reviendrez. Faire un livre, vous notez. Vous reviendrez. Je vous expliquerai. Mais c'était pas piqué des hannetons. Hein. Ouais, ouais. Comme on dit, les expressions françaises. Ouais, c'est Ah, vrai. Je vous en raconterai quelques-unes. Mais Mais enfin, c'est pour revenir au livre, c'est exactement ce que j'ai vécu, moi. Mon ressenti, Voilà. voilà. Ouais. Les repas, c'est tout ça. Bah oui, oui, là, oui. les, Bah ouais. enfin, les préparatifs. Est-ce qu'on s'arrête là pour le livre et puis je sais pas s'il y a le goûter parce qu'on avait Oui, dit on va faire un petit 17h30. bout de- Ouais. Oui, ouais, on va faire un petit- Normalement, je voilà. devais lire un autre chapitre, Ouais, mais mais bon, bon, voilà, voilà, on a. maintenant. On a beaucoup Voilà. dévié. Je suis navrée. Hein. Ouais, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. hein, Il y a plein de choses à dire. Hein. Et donc, alors donc le personnage, bah lui pour le coup, il va sombrer hein, parce qu'avec plein de choses dans sa tête et tout ça, il va pas trop savoir. D'accord. Et puis, mais il va quand même aller trouver des solutions pour s'en sortir, hein, quand même. Hein. Il va pas rester. Oui, c'est un battant. Oui. Quand même. Bah, quand Bon, même. ça va. Voilà, Quand c'est même, bien, il va trouver quand même des solutions. Et du coup, parce que bon, j'ai écrit ce livre en 2008-2009, Mhm. et donc, évidemment, depuis, il m'est arrivé des choses. Et même si ça, c'est pas, voilà, c'est de l'autofiction. Et donc, il est prévu qu'il y ait une suite. Ah, bah voilà. Voilà. Ah. Parce que des fois, on croit qu'on s'en sort et peut-être que pas complètement, parce qu'il arrive encore des nouvelles choses qui font que. Oui, ben voilà. oui, c'est le cheminement de la vie. Hein. Voilà. Donc, donc il est prévu que j'utiliserai mon personnage. Mhm. Voilà, parce que j'ai trouvé intéressant de me mettre dans la peau d'un homme. Mhm. Voilà, pour aussi, enfin voilà, pour Ouais. explorer ça. Et puis j'aime bien brouiller les pistes aussi, pas faire de l'autobiographique. Je trouve pas forcément. Mhm. Je sais pas, dans l'autobiographique, il peut y avoir déjà, bon, je trouve qu'actuellement, quand on parle trop de soi, bon, c'est pas forcément, Oui. bon, voilà, Mhm. il y a pas forcément beaucoup de, je sais pas, de sympathie, enfin, je trouve que là, au moins, on peut, voilà, c'est un personnage, et après, on peut être... je sais pas, trouver des trucs, des correspondances avec notre propre vie ou des questionnements. C'est un livre en tout cas qui pose beaucoup de questions sur Oui, mais plein de c'est vrai, choses. Voilà, c'est vrai, voilà. C'est vrai, c'est de la vie. Et donc, oui, j'utiliserai des choses qui me sont arrivées. Par exemple, j'ai été 8 ans dans des dérives sectaires, spiritualité New Age, Ouh. médecine alternative et tout ça. Mhm. Des choses qui, on connaît tous, hein, méditation, yoga, reiki, sophrologie, etc. Et on pense que c'est... il y a d'ailleurs beaucoup de, de livres très connus sur l'épanouissement personnel, je sais pas, Christophe André, des choses comme ça qui ont l'air en apparence Inoffensive. inoffensives et qui ne le sont pas... C'est ça. Pas du tout, pas Ouais, du tout, pas du tout, On est d'accord. pas du tout. Mm. Et puis, voilà, quand on n'est pas forcément bien, mais qu'on comprend pas pourquoi on va pas bien, on essaye de chercher des trucs et puis, on vous apporte des réponses toutes faites. Et puis, c'est plus facile. Sauf que, voilà, moi j'étais 8 ans là-dedans. Enfin, déjà, il y avait des portes d'entrée quand on a des parents qui s'intéressent à l'homéopathie ou des choses comme ça. Bon, ça fait des portes d'entrée sur des choses comme ça.
Et puis je m'en suis sortie quand bah, j'ai bien compris que c'était bah, quand on se pose les bonnes questions, justement, Voilà. avec de l'esprit critique, la métacognition et tout ça. Et on se dit, bah, les chakras et tout ça, bah, et est-ce qu'on est sûr que c'est vrai? Est-ce que c'est sûr? Bah, hein, pas tant que ça. Et ce qui fait que bah, quand on voit que tout ça, bah, moi j'appelle ça une arnaque, clairement, voilà. Et quand on en sort, et ben après, c'est pas forcément évident, on n'a plus de repères. Donc il faut se trouver des choses auxquelles se rattacher comme on peut. Ouais. Voilà, hein, la réalité, elle est... Parce qu'on parle des... Vous parliez des produits artificiels, mais les idéologies, ça fait le même effet au final que de prendre des drogues ou... Il y a une espèce de truc qui se passe au niveau du cerveau Bien sûr, qui font un que... brouillard total, hein. Ouais, qui fait que, bah oui, quand on parle du gaslighting, emprise mentale ou ce genre de truc, et qui fait que, voilà, on est dans la fuite de la réalité, et la réalité, elle n'est pas jolie, elle n'est pas, enfin, elle est pas toujours jolie, elle n'est pas toujours... ça peut être cruel, mais voilà, c'est aussi quand on a les bagages pour dire, bah oui, c'est peut-être pas toujours cool, mais c'est comme ça, et je peux pas faire autrement, quoi. Il y a les trucs... et quand on... L'épanouissement personnel qui reprend le fameux connais-toi toi-même, comme s'il fallait être une personne définie, toujours je suis comme ça et pas autrement, alors qu'en fait, le connais-toi toi-même était plus de l'ordre de, je sais pas, par exemple, le stoïcisme qui est plus, bah, je sais pas, la personnalité, c'est quand même quelque chose de mouvant, heureusement d'ailleurs, et puis en fonction des événements, Ça change, hein. voilà, puis il y a plein de paramètres. Bien sûr. Voilà, le problème avec l'épanouissement personnel, c'est qu'ils ont réponse à tout, les trucs sont, les réponses sont toutes faites, comme si c'était comme ça C'est et tout pas formaté, autrement. hein. Ouais, on arrive à on critique le système, formatage et tout, pour au final en créer un autre et qui est pas mieux, et qui est pas mieux du tout, qui est même super dangereux. Et donc voilà, il est prévu que j'écrive la suite, qui sera bah, le deuxième tome, qui sera sur tout ce qui est dérives sectaires, croyances, New Age et tout ça. Et le troisième tome qui sera sur la déconversion du personnage, où il s'aperçoit que c'est une arnaque et puis il va s'intéresser à la zététique, esprit critique. On parle plutôt d'approche critique maintenant. Parce que l'esprit critique, qu'est-ce que c'est, hein, est-ce qu'on a un esprit critique, on l'a pas L'approche critique, c'est vraiment un outil. C'est plus une méthode en fait. Donc voilà, tout ce qui est méthodologie scientifique, revenir à des choses qui nous séduisent peut-être pas, mais qui sont peut-être plus réelles, quoi. Donc voilà, c'est ça qui est au programme. D'accord. Donc il y a du boulot. D'accord, d'accord. Très très bien. Voilà. Alors, le bonheur, moi, ça me fait penser au sujet du bac. Ils ont eu ça? Non, à mon bac. Ah, d'accord, À ok. mon âge, Ok. à mon époque. Et c'était? Le bonheur en plus de François de Closet. Alors, j'ai râlé. Et je râle encore. Vous voyez, comme quoi ça m'a marqué. Hein. Plus que le Père Noël. J'étais furax, mais furax de tomber ça sur le sujet du bac de français. Alors que c'est un sujet économique. Parce que le bonheur en plus, c'était sur le serpent monétaire. Ça n'avait absolument rien à voir. Et pour moi, j'ai pas compris comment se fait-il qu'on m'a collé un sujet économique alors que c'était censé être un bac de français. J'étais en révolution. Mais j'ai toujours été très contestataire. Hein, donc voilà. Et alors là, à cette époque-là, c'était pire. Hein, et là, moi, j'ai piqué une crise. J'aurais presque envoyé mes feuilles dans la figure de l'examinateur, tellement j'étais colère. Ouais, Débattre le bonheur en plus. Est-ce que de l'argent qui, fait... de qui? François de Closet. C'était un journaliste économique. Ah oui. Ah oui. C'est pas Baudelaire, c'est pas... Ah, ça a rien à voir. Sur le serpent monétaire, est-ce que l'argent fait le bonheur, et je t'en passe, et des meilleurs, tu vois, voilà. Alors, bon, franchement... ça, la limite en philo? Là, oui, limite à la philo. limite. Mais bon, quand vous lisiez le bouquin... je l'ai lu le bouquin après. Ça devait être barbant. Ah, carrément. Hein. Ah là 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 là. Mais ça m'a... Je te jure. Hein. Et donc, je me suis tapé un 9, hein, un 9 sur 20, parce qu'évidemment,
ça m'a tellement dégoûté que je l'ai vraiment bâclé le machin. Mais bon, oh là là, ça m'avait foutu en pétard. Alors le bonheur, bon voilà. Voyez-vous? Dans un petit coin de ma tête, c'était pas tout à fait ça. Non, là, il me semble pas qu'il y ait je l'ai lu, Voilà. hein, il me semble pas qu'il y ait un aspect économique là-dedans. Non, mais, non, mais je vous le voilà. sortirai, hein, je peux vous le récupérer, le bonheur en plus de Voilà. l'autre. Je l'ai retrouvé dans la réserve là. Ah oui? Ouais, en plus. J'ai dit, je suis poursuivie. Voilà. Donc voilà. Mais bon, non, on en a besoin du bonheur. Oui. On a besoin du bonheur pour vivre. On en a absolument besoin. Dans les petites choses du quotidien. Ah, Oui, mais il faut oui, s'accrocher, oui, voilà, il faut tout ce qui peut s'accrocher se au petit présenter. bonheur. Les plus simples possibles, Oui. ça fait toujours Moi, je me plaisir. contente de peu. Petit bonheur, tout Voilà. ça. Mm. Et c'est vrai que la Vaste santé, sujet. c'est le bonheur. Ah Pour bon, moi, ça, Bah, ça permet de pouvoir continuer, d'avancer. Voilà, hein. on a la santé, je trouve que C'est ça c'est sûr. un bonheur total. C'est une grande richesse. Ah ouais. C'est vrai. Mm. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà. Hein. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Le petit bonheur. Il n'y en avait pas un bouquin qui s'appelait Le petit bonheur en plus. Il faudrait que je retrouve ce bouquin. Il me semblait qu'il était pas mal. Hein. J'ai un vague souvenir. Moi, j'aime beaucoup les livres de Philippe Delerme. Ils sont très rafraîchissants. Ça Ah oui. me dit quelque chose. C'est le père de Vincent Delerme. Ah oui. Oui. D'accord. C'est vraiment rafraîchissant comme tout. Hein. D'accord. On sent vraiment, on lit ça, on se sent posé. Il n'y a pas besoin de faire de méditation. Hein. Ah ouais. On prend le bouquin, c'est